Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. C'est un vrai plaisir de recevoir pour la première fois Marie Moutier-Bitan, historienne titulaire de la chaire d'excellence Shoah et entreprises génocidaires de l'Université de Caen, pour son ouvrage extraordinaire, je n'ai pas peur de le dire, Infographie du nazisme, chez Passé Composé. Bonjour Marie. Bonjour. Quel plaisir à la fois de vous recevoir. Des historiens, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis encore plus heureux. Mais alors ce livre, il est formidable. Tout ce qui est infographie, moi j'adore, vraiment. Je crois que j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire. J'oublie pas non plus, bien sûr, Nicolas Guira, qui est le data designer attitré de ces ouvrages absolument magnifiques. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous dire, tiens, on va faire ça sur le nazisme ? Est-ce que c'est une idée de vous ou est-ce que c'est l'éditeur ? À vrai dire, c'est une idée qu'on a eue ensemble. Ouais. J'étais déjà très impressionnée par ces précédentes infographies. Et mon éditeur m'a dit il faudrait vraiment qu'on essaye de travailler ensemble sur une prochaine infographie. Et le sujet était une évidence. C'était vraiment une infographie du nazisme. Alors, moi, en tant qu'historienne de la Shoah, je me suis demandé ce que ça pouvait donner, toutes ces informations que moi-même j'avais collectées en fait, durant ces 15 dernières années, et de me dire qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce que ça va aussi m'apprendre, moi, de les voir visualiser d'une autre manière. Et c'est ça qui est vraiment fascinant dans ce système d'infographie, et c'est là où le travail de Nicolas Guira est absolument passionnant, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment un autre regard sur toutes ces données chiffrées qu'on accumule, etc. Et là, de les voir visualiser, ça nous donne aussi une autre perspective à nous, historiens, et puis évidemment pour le grand public. Je suis tout à fait d'accord. Alors en plus, pour la première fois, il y a deux lectures. Il y a le texte, il y a un vrai beau texte que vous avez fait et que j'ai pris plaisir à lire avant de regarder les images. C'est un peu comme une BD, en fait. On lit d'abord les textes, puis après on revient dessus et on regarde les images et on regarde les deux en même temps. Et donc j'ai appris des choses dans les textes qui sont très bien faits, très bien écrits. Et alors effectivement, on a une vision totalement différente parce que là, on est au cœur de cette Allemagne et on commence avec la montée du nazisme, enfin au tout début, la montée du nazisme. Et j'ai appris des tas de trucs, et c'est comme ça qu'on voit. Comment vous avez sélectionné vos données ? Quelles sources vous avez privilégiées, justement, des archives allemandes, des travaux d'historiens, vos travaux ? Alors, bien entendu, en premier lieu, les derniers ouvrages qui sont parus sur le nazisme, on va dire ces 30 dernières années. Wow. Voilà, donc il a fallu aussi tout un travail de lecture, de compiler aussi toutes les données qui se trouvent dans l'historiographie récente, notamment l'historiographie française qui est quand même aussi assez riche. On a pioché également chez les auteurs anglo-saxons, bien sûr, et évidemment les historiens allemands. En revanche, pour certaines thématiques, on s'est retrouvé face à certains angles morts de l'historiographie. Et là, il a vraiment fallu plonger dans les archives allemandes. Voilà, donc j'ai consulté des archives fédérales allemandes, notamment sur la double page concernant Nuremberg et l'organisation des fêtes du parti, le trajet d'Hitler à travers la ville. Tout un plan. En fait, voilà, donc là, j'ai vraiment mobilisé des sources de l'époque, des fascicules, même des prospectus qui sont distribués à la population et qui annoncent quel sera le trajet d'Hitler à Nuremberg lors des fêtes du parti, quelles sont les festivités organisées de telle heure à telle heure, etc. Donc, c'est évidemment ces sources qui ont été extrêmement riches. Et alors, bien entendu, pour toute la partie qui concerne et la guerre à l'Est et la Shoah, là, ce sont vraiment des archives que j'ai accumulées depuis 15 ans. Oui, c'est évident. Alors justement, comme c'est des archives allemandes notamment, on sait que le régime manipulait énormément, le régime nazi, évidemment. Vous avez compris les chiffres. Comment vous avez justement géré cette question de la fiabilité des données ? Pas évident. Là, ça a été vraiment en confrontant les travaux d'historiens. D'accord. Ça a été quand j'avais un doute sur un chiffre, j'ai été voir ce que disaient les derniers travaux d'historiens. C'était vraiment l'approche qu'on a choisie. Après, concernant des thématiques
sur lesquels je travaille depuis des années. Là, j'ai vraiment pris les propres chiffres, en fait, mes propres chiffres, et en confrontant, voilà, parce que j'ai confronté non seulement des archives allemandes, mais aussi des archives soviétiques, des archives polonaises, etc. Donc, pour certaines thématiques, là, c'était davantage du croisement d'archives que du croisement de travaux d'histoire. Vous lisez le russe l'allemand, le yiddish. C'est très impressionnant. Selon vous, quelle est la plus grande difficulté justement à visualiser statistiquement un phénomène qui est idéologique, qui est émotionnel, en tout cas au départ. Après, c'est plus facile, mais à la base, c'est pas facile. Non, c'est assez complexe, surtout que c'est pas un travail facile pour un historien. C'est pas, on a l'habitude plutôt de rédiger, mais pas d'accumuler des données, et surtout qu'on s'est trouvé confronté à des absences de données. Donc il a fallu quantifier ou qualifier autrement les données pour les présenter. Donc oui, ça a été, mais ça a vraiment été un travail fait à deux avec l'infographiste Nicolas Guéira, parce que lui a l'habitude en fait de manipuler ce genre de données et a proposé d'autres façons, d'autres visuels. Et bien ça, sûr. C'était absolument passionnant de faire ce travail ensemble. C'est génial de travailler à deux, effectivement, c'est absolument super. Donc, je vous disais hors micro, avant de commencer, j'ai appris énormément de choses, parce que ce qui est bien avec ce livre, c'est que vraiment, on est au cœur de l'Allemagne, avec les Allemands, en fait. Déjà avec le texte, on suit la progression d'Hitler, on suit la progression des idées, etc. Et puis on voit petit à petit l'adhésion des gens, on voit les chiffres, on voit les graphiques, c'est absolument incroyable. L'électorat allemand, les hommes, les femmes. Je pensais qu'il y avait une majorité d'hommes, en fait, pas tant que ça, c'est pas si énorme que ça. On va déjà... c'est important de revenir dessus. Il y a beaucoup d'idées reçues, comme quoi Hitler a été élu pour être à la tête de l'Allemagne. En fait, pas du tout. En fait, il est appelé. Il est appelé, mais pas élu. Absolument. Pas élu par le peuple. Absolument. Il y a des élections qui se déroulent en novembre 1932, où il y a même un recul du NSDAP. Il est en fait appelé par le chancelier. Voilà, et donc c'est sous l'impulsion de von Papen, qui pense pouvoir se servir d'Hitler, mais en réalité, manque de chance. Voilà, il est très rapidement écarté. Mais effectivement, on a cette idée que ce sont les Allemands qui ont porté par les élections Hitler au pouvoir, mais il n'en est rien. Absolument, donc c'est pas mal de revenir sur les idées reçues, parce que qu'est-ce qu'il y en a aussi je croyais, parce que c'est pas ma période ni de prédilection ni favorite, mais je croyais beaucoup au fait qu'à partir du moment où Hitler arrivait au pouvoir, c'était effectivement le miracle allemand qu'il avait... mais en fait, quand on regarde vos chiffres, les statistiques, les cartes, etc., mais pas du tout. En fait, c'est un mensonge incroyable. Oui, tout à fait, mais ça participe aussi du récit que les nazis ont mis en place. Mais oui, mais moi j'ai appris ça à l'école. Pardon, mais moi j'ai appris ça à l'école. Oui, mais en fait, effectivement, il y a toutes sortes de récits qu'il a fallu casser. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'on a choisi un bon équilibre, je crois, entre suivre Hitler et les dirigeants nazis, mais aussi suivre la population allemande. Et ça, c'était vraiment un équilibre qu'on a défendu pour pouvoir être au cœur de l'Allemagne nazie. Oui, c'est ça, exactement. L'exemple du café, par exemple, où il n'y a pas assez de café pour tout le monde, où en gros, ils disent, en gros, c'est pas bien de boire beaucoup de café, buvez-en un par jour et ça suffit. Mais c'est une honte, en fait. C'est de la propagande quasi quotidienne, en fait. Absolument, mais ça, c'est vraiment aussi quelque chose que des historiens extrêmement récemment ont mis en lumière. C'est très récent. Mais comment ça se fait ? Ça veut dire qu'avant, on n'a pas cherché, ou on a continué pendant encore 50 ans à se faire avoir par la propagande ? C'est pas aisé de déconstruire, effectivement, des récits de propagande, parce qu'on a des images en tête. Les images, elles s'incrustent dans notre mémoire collective. Et il y a eu pendant très longtemps des recherches qui concernaient quasiment exclusivement les nazis. D'accord. Et très peu finalement la population allemande au quotidien. Et c'est que depuis une quinzaine d'années, avec les travaux notamment de Nicolas Stargard sur les Allemands sous le nazisme, les Allemands pendant la guerre, ou de Jan Kershaw, en fait, où là on s'est davantage intéressé à l'opinion publique allemande. C'est super important, évidemment. Bien sûr, on ne peut pas faire de l'histoire sans ça, aujourd'hui. J'ai adoré cette double page avec la carte de l'habillement, le rationnement de la viande, etc. Enfin, ça va très très loin, votre travail. C'est monstrueux.
Oui, et en même temps, voilà, donc c'est ce rationnement, on a voulu le mettre en regard avec le pillage de l'Europe occupée Oui. et de montrer justement que ce pillage n'est pas uniquement le fait des dirigeants nazis, mais c'est qu'il y a un pillage à toutes les échelles Oui, c'est ça. des acteurs allemands de la guerre, mais aussi en partie de la population civile allemande. Par exemple, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées dans les villes allemandes pour récupérer les instruments de musique des juifs qui ont été déportés, etc. C'est absolument dingue. Et tout le monde sait d'où proviennent ces objets, ah oui, bien entendu. Oui, donc le fameux nous, on ne savait pas. Exactement. C'est pour ça qu'on a voulu consacrer la toute dernière page à l'impossible ignorance. Oui. On s'est dit c'était important de montrer que la plupart des actions à la fois concernant l'extermination des Juifs, mais aussi des Roms, l'épuration de la société, etc., on ne pouvait pas ignorer ce qui se passait quand on habitait dans le Reich. Et on liste justement toutes les actions qui ont lieu de manière publique. Exact. Et les situations où l'information a circulé, que ce soit par les nazis eux-mêmes, dans leurs actualités, par les affiches de propagande ou bien par les correspondances des soldats qui sont sur le front, qui correspondent avec leurs familles restées dans le Reich. Exact. C'est quoi justement le Reich ? Parce que pour moi, le Reich, c'est le grand empire allemand, y compris les pays qui ont été annexés, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, dans l'ouvrage, quand on parle du Reich, il s'agit vraiment des frontières de 1939, donc à la veille de l'invasion de la Pologne 1er septembre. Il s'agit donc de l'Allemagne, de ses frontières après la Première Guerre mondiale, suivi de l'annexion de l'Autriche et d'une partie de la République tchèque, donc de la Bohème-Moravie. D'accord, parce que c'est ce qui m'avait surpris dans la page sur la société épurée. Il y a l'épuration, donc effectivement, des Roms, des handicapés, etc. Il y avait 200 000 morts handicapés, et puis je vois 160 000 Juifs seulement. Je me dis, il n'y a pas une faute de frappe. Du Reich. Du Reich, bien sûr, du Reich, évidemment. Et alors, vous mentionnez justement la politique d'euthanasie des handicapés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en avant aussi dans le livre, parce que c'est un des tout premiers massacres de masse qui est organisé par le régime nazi avant l'opération Barbarossa, etc. Donc c'est vraiment aussi les premiers tests, on va dire, que les nazis font pour exterminer une grande partie de population. Vous mettez en avant, c'est horrible d'ailleurs, cette lettre de cette mère qui écrit à Hitler, visiblement, et qui dit, bah voilà, mon bébé est né, il manque une jambe, je crois, un bras, et puis je crois qu'il va être aveugle ou sourd, je sais plus. Et il dit, il faut le tuer. Et ça donne en fait le signal c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Oui, Hitler va se saisir de cette lettre comme prétexte pour lancer l'action d'euthanasie des handicapés, et y compris des enfants, c'est-à-dire dès la naissance. Il y a même les sages-femmes qui sont encouragées financièrement à dénoncer les nourrissons qui seraient atteints de malformations graves ou de cécité. C'est une horreur. Donc effectivement, les dénonciations, on imagine qu'il y en a eu pas mal. De toute façon, quand on donne de l'argent pour dénoncer, il y en a toujours qui dénoncent. Ça, c'est évident, même d'ailleurs sans argent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque chapitre, vous avez des personnages. Vous mettez des personnages en avant, des zooms sur, là, j'en prends un au hasard, là, Théodore Eick, je ne sais pas comment on dit, Eick, très bien. Et surtout, ses rapports avec Hitler. Moi, ça me plaisait bien, en opposition ou totalement dévoué. Ça, c'est super, parce qu'on se fait vraiment un mapping, et pas uniquement de la société, mais des personnages autour. Ça foisonne d'informations. Exactement. On a voulu mettre en avant plusieurs dignitaires nazis, à la fois des très connus comme Goebbels ou Himmler ou Heydrich, qui sont absolument incontournables, ou Göring, mais aussi d'autres moins connus qui sont à une échelle moindre, mais qui jouent pourtant un rôle extrêmement fondamental. C'est pour montrer aussi que Hitler délègue énormément
toute sa politique. Exact. On parlait justement des sages-femmes. C'est une femme qui dirige justement tout cet univers des sages-femmes et vous la mettez en avant. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a effectivement un zoom sur elle. Qu'est-ce que ça indique, vos infographies, sur la place réelle du parti nazi dans la société allemande avant 1939 ? Parce que c'est important aussi. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, le avant. Ça m'a toujours fasciné, comment c'est arrivé. Alors, justement, on a voulu faire toute une double page sur le parcours d'un Allemand sous l'Allemagne nazie. Qu'est-ce qui se passe quand on naît en Allemagne en étant, entre guillemets, arien ? Quel est le parcours de vie ? Avec une entrée extrêmement précoce dans le système de jeunesse hitlérienne, qu'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et ensuite, tout le parcours est guidé. L'enfant est en quelque sorte sorti de son foyer pour être récupéré par les organisations nazies. Et suite aux jeunesses hitlériennes, il y a bien entendu le service militaire, ensuite le service du travail du Reich, etc. Si ensuite vous voulez un emploi dans l'administration ou dans d'autres corps de métier, vous devez adhérer à un syndicat. Les syndicats sont des syndicats uniques par profession, évidemment chapeautés par le NSDAP. Donc il y a vraiment l'idée, on a voulu montrer ça, qu'il y a une volonté de corseter l'ensemble de la population allemande et de faire en sorte que ceux qui souhaitent s'échapper, sortir des clous, c'est au détriment de leur cadre de vie, au détriment d'accès aux soins, au détriment de toutes sortes d'avantages ou de privilèges que peuvent avoir ceux qui sont évidemment membres du NSDAP. Ouais. Et ça, c'est génial de voir ça, parce que là encore, on visualise en fait ce qu'on ne pouvait pas... alors on pouvait le lire dans des tas de livres, parfois très ardus, assez gros, comme j'ai pu recevoir certains, mais là, visualiser ça, c'est très impressionnant. Il y a aussi le poids de la propagande, on le voit bien, vous l'avez beaucoup dessiné, si je peux infographiser, je ne sais pas comment on pourrait dire. Infographier plutôt, ouais, c'est vrai. Notamment le cinéma. Oui, alors la propagande dans le cinéma, ça on savait pour certains films, mais à ce point... Mais alors finalement, c'est précisément quand j'ai eu les datas sous les yeux que je me suis rendu compte d'une chose que je n'imaginais pas du tout, à savoir que finalement les films de propagande politique étaient assez réduits, par rapport au reste de la production cinématographique du Reich. Après, ça dépend ce qu'on appelle propagande, c'est ce que vous dites. Oui, exactement. Voilà. Mais là, je parle de la propagande vraiment politique, qui va être qui se voit bien, lourde de clichés antisémites ou qui vont vraiment mettre en avant la race aryenne, etc. Mais qu'il y a toute une gamme de films à l'eau de rose qui vont bien entendu mettre en avant la famille. C'est cette propagande-là. Mais qui est plus pernicieuse, elle se voit moins, et en même temps, elle est là pour divertir la population. Et c'est vraiment... Je ne m'attendais pas à avoir un tel pourcentage de ces films pseudo-romantiques. Oui, c'est vrai. J'ai été surpris aussi. Parce que c'est vrai qu'on le connaît tous, le juif sus, etc., bien sûr, et on se dit, il n'y a que ça, mais en fait, pas du tout. Et ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est le nombre de spectateurs, de billets vendus dans le Troisième Reich. En 1943, 1 milliard, 117 millions, 1 milliard de personnes qui vont... Goebbels a très bien identifier le rôle que pouvait jouer le cinéma et l'engouement qu'allait représenter le cinéma. Donc il y a vraiment toutes les forces de la propagande qui sont dirigées vers cela. Également la radio. Alors j'ai même été consulter des archives de l'époque qui vont détailler tout le programme, en fait des programmes radio de l'époque. Et c'était assez saisissant de voir que se mélangeaient des émissions de cuisine avec des nouvelles du front, etc. Mais avec quand même une propagande extrêmement forte, une propagande politique extrêmement forte jusque dans les émissions de radio. Quasiment à chaque heure, il y avait bulletin de la politique nazie, etc. Ah bah oui, c'est logique. Une société hypnotisée, c'est ce que vous écrivez, c'est tout à fait le mot, hein, c'est exactement ça. En comparant la répartition sociale et géographique des adhérents au NSDAP, quelle tendance forte vous avez pu ressortir, si on peut en ressortir ? Alors, il y a effectivement, dans la géographie du Reich,
une adhésion assez forte en Bavière, mais c'est aussi là où le NSDAP est le plus actif dès le début, depuis Munich. Puis ensuite la Franconie, qui est ce nord de la Bavière, où se trouve la ville de Nuremberg, et où Julius Streicher, qui est un personnage important du Reich, il est le rédacteur en chef du Stürmer, qui est donc l'organe de propagande nazie. Lui, il règne en quelque sorte sur la Franconie et il va la rallier au NSDAP très rapidement, et s'allier à Hitler. En revanche, dans des régions du nord-est de l'Allemagne, et notamment à Berlin, la résistance au nazisme est plus forte, mais il y a aussi on va dire une solide assise du Parti communiste dans ces villes du nord de l'Allemagne. Et c'est pour ça que je trouve toujours étonnant ce fameux pacte germano-soviétique, alors qu'ils ont tellement tapé sur eux, y compris l'incendie du Reichstag. D'ailleurs, j'ai appris grâce à votre livre qu'on ne savait toujours pas officiellement qui c'était. Oui, et c'est là où justement l'historien se fait des hypothèses, mais se heurte au discours officiel. Avec, comme il est très probable, des falsifications de preuves, des interrogatoires qui ont probablement été faits sous la torture. Donc, c'est compliqué, déconstruire le récit nazi n'est pas aisé quand vous n'avez pas d'autres sources que les sources nazies elles-mêmes. Question bête, il a été totalement détruit après l'incendie, il a été complètement... je ne t'ai jamais posé la question. Complètement... détruit par le feu. D'accord, ce qui est pratique pour eux. En tout cas, c'est effectivement très pratique. Tout ce qui est orientation vers la guerre, je trouve qu'on le sent très bien aussi. On sent que le régime a besoin de la guerre parce que sinon il ne s'en sortira pas. On voit très bien que en fait, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est pas une catastrophe, mais enfin pas très très loin quand même. Hitler... Son but, c'est d'arriver vers la guerre à l'Est. Et on le voit très tôt. Voilà, parce qu'il a cette idée que le territoire allemand n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de la population allemande qui est grandissante et qu'il a besoin de ces territoires de l'Est pour survivre, pour avoir les ressources nécessaires. Et donc, il y a vraiment cette poussée vers l'Est en même temps qu'une revanche du traité de Versailles. Et il prépare la guerre dans son esprit extrêmement tôt. Oui. L'idée, c'est vraiment de récupérer tous ces territoires de l'Est et de coloniser ces territoires. Et tout ça passe évidemment par l'anéantissement du judéo-bolchevisme, comme il le nomme, à l'Est. Le pacte germano-soviétique n'est finalement qu'un moyen de gagner du temps, mais Hitler et Staline le savent parfaitement. Et ils savent aussi que l'affrontement est inévitable. Oui. J'ai fait une émission il n'y a pas si longtemps justement sur les soviétiques en guerre, enfin une interview. Et effectivement, Staline n'était pas dupe, il s'en doutait bien entendu. J'ai beaucoup aimé aussi la double page où vous montrez tout ce que Hitler a promis et puis qui n'a pas été fait, les autoroutes, etc., ou un peu fait, ou à moitié fait, ou pas du tout. Oui, tout à fait. Il y avait de très grands projets. Ce projet de ville Germania, par exemple, pour Berlin, avec... On connaît son goût pour l'architecture, le monumentalisme, etc., avec son ami Albert Speer. Effectivement, il y a beaucoup de ces grands projets qui ont été soit des fiascos ou bien qui n'ont jamais vu le jour. Un argent monstrueux. Oui, un argent colossal. Et de toute façon, tous ces projets s'arrêtent en 1939 parce qu'il faut financer la guerre. Oui. Et qu'on a besoin aussi de soldats pour aller au front. Effectivement. Je reviens un petit peu en arrière. Pareil, j'ai été surpris de cette histoire où le régime a été très, je ne parle pas des nazis, mais avant, la République de Weimar, très sympathique avec les putschistes. Ils ont été emprisonnés, puis ils ont été graciés assez vite. Absolument. Comment on explique ça ? Je ne savais pas. Alors... Les putschistes, donc les deux putsch, voilà, comme les deux putsch de Cap ou celui de la brasserie. Finalement, tout comme les corps francs, ils aident à réprimer les révoltes communistes. D'accord. Et par anticommunisme, la République de Weimar va aussi utiliser ces factions.
Et ce qui est le plus saisissant, c'est de voir que la République de Weimar a mis en place un certain nombre de lois qui permettent justement des arrestations arbitraires pour cause de troubles à l'ordre public, des interdictions de manifestations, de regroupements politiques, etc., qui visaient principalement les communistes. Les communistes, oui. Et Hitler et les nazis vont se servir de ces lois. Finalement, il y a déjà... Et c'est pour ça qu'en fait, on a ce titre, un moment dans une double page, le nazisme dans les chaussons de Weimar. Oui, c'est que ça. vraiment, Ils se sont servis de la démocratie, en fait. ils ont utilisé pour leur propre compte des lois déjà existantes et parce que, par exemple, quand Hitler réclame l'interdiction de partis politiques, etc., à la suite de l'incendie du Reichstag, ces lois existent déjà. Ouais, Ce sont déjà des lois de la République de Weimar qu'il prend à son compte. Et d'ailleurs, à aucun moment, il n'abolit la République de Weimar. Finalement, il l'utilise à son propre compte. Question difficile, vous n'êtes pas forcément obligé de répondre, mais et évidemment, toute proportion gardée. Aujourd'hui, certains, je vais les nommer, l'islamisme, que je trouve, moi personnellement, alors ça, c'est, pardon, hein, mais je parle bien d'islamisme, on est d'accord, utilise un peu les lois de nos républiques, puisqu'il n'y a pas que nous. Est-ce que c'est pas le même phénomène, toute proportion gardée, c'est à l'historienne que je parle pas de politique, là, vraiment, imaginons les historiens dans 100 ans. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un même phénomène peut-être plus lent, plus caché pour l'instant ? Alors, je ne pourrais pas vous répondre sur l'islamisme. Après, d'un régime à l'autre, il y a toujours cette tendance à utiliser les outils qui ont été déjà mis en place, mais pour d'autres visées. Bien Ça, sûr. c'est quelque chose... De toute façon, aucun régime ne peut faire tabula rasa complète du passé. Et l'utilisation à ses propres fins de certaines lois, c'est quelque chose que l'on retrouve... C'est pas nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Cet exemple du passage de la République de Weimar au Troisième Reich doit cependant nous alerter, nous rendre vigilants des lois que nous pouvons adopter et de bien garder en tête se poser la question, est-ce qu'elles pourraient être utilisées à mauvais escient ? Parce qu'en fait, voilà, certaines lois, quand elles sont appliquées par un gouvernement démocratique, républicain. Voilà. Mais qu'en est-il si des partis extrêmes parviennent au pouvoir ? Oui, donc ça nous invite, je dirais, à une vigilance. Oui, je suis d'accord. Je pensais effectivement justement à ça. J'allais venir à ça. La démocratie ne se rend pas compte en général et peut être assez rapidement prisonnière. Je pensais à une loi qui vient de passer, mais pas française, une loi qui vient du Parlement européen et sur le regard que désormais l'Europe peut avoir sur nos réseaux sociaux, etc. Ils vont plonger là-dedans. Aujourd'hui, ça peut faire sourire. On ne sait jamais. C'est pour ça que je dis effectivement une démocratie, attention. Voilà, et c'est le rôle de chaque citoyen d'être très vigilant. Très vigilant, on est d'accord. Est-ce qu'on peut visualiser l'économie de spoliation ? Évidemment, la réponse est oui, puisque je l'ai vu. Comment on fait ? Alors finalement, c'était assez simple parce que les nazis tiennent des comptes pour tout. Ça, c'est vachement bien. Ah, donc vraiment, mais y Avec compris... nous, ça aurait été un bazar sans nom. y compris au fin fond de l'Ukraine, j'ai des listes de biens qui ont été récupérés avec ce qu'ils représentent en Reichsmark, etc. Ouais. Donc ça, c'était quand même... On a un accès assez facile à tous ces chiffres. Mais ce qu'on sait moins, c'est justement la participation massive y compris de civils, en fait, dans cette... Alors, bien entendu, il faut rappeler qu'on est dans un contexte de guerre, dans un contexte où il y a eu énormément de destruction d'immobilier, de meubles, etc., et que beaucoup se retrouvent sans toit, dans une misère noire, etc. Donc,
il faut rappeler ça, mais il faut rappeler que la spoliation ne se fait pas uniquement au niveau des dirigeants nazis et des organisations nazies. Absolument. Et ça, c'est important de le redire. Il y a une page, je ne la retrouve pas là, mais qui m'avait fait sourire parce que ça m'a fait penser à un personnage que vous ne connaissez pas, vous êtes trop jeune, Thierry Le Luron, qui disait... je connais. Ah, d'accord. Dans un sketch qui disait, il parlait des Allemands et d'Hitler, il avait promis aux Allemands, on gagnera la guerre, on roulera tous en Volkswagen, ils l'ont perdu et ils roulent en BMW. Donc, c'est formidable. Mais vous citez toutes les marques, justement. Oui, alors, quand on a construit ce livre, je ne m'attendais pas à retrouver autant de grandes entreprises allemandes qui ont prospéré ensuite après la guerre, malgré leur passif sous l'Allemagne nazie, car de grandes entreprises allemandes ont très largement bénéficié d'une part de l'aide de dirigeants nazis pour obtenir des chantiers, etc., ou des accès facilités à des matières premières à l'Est, mais aussi très largement de la main-d'œuvre forcée, y compris la main-d'œuvre de camps de concentration, de camps de prisonniers de guerre. Ce qu'on voit dans le film La liste de Schindler, d'ailleurs. Oui, absolument. Pour lui ou pour d'autres, évidemment. Voilà, c'est ça. La partie génocide, évidemment, elle doit être difficile à traiter, je suppose, en infographie, parce que est-ce qu'on montre un graphique froid, sachant que là, c'est difficile de ne pas humaniser les choses. Est-ce que ça n'a pas été difficile, ça ? Alors, en général, j'ai essayé de maintenir un équilibre entre le graphisme, et d'ailleurs c'est le cas pour tout le livre, le graphisme qui parfois pouvait être un peu trop aride, chiffré, et un texte qui sera plus incarné. Ouais. Donc c'est l'équilibre que j'ai souhaité également garder pour toute la partie sur la Shoah, sur le génocide des Roms. Finalement, j'ai voulu mettre en lumière certaines données, notamment sur les convois de déportation. Jusqu'à présent, ça n'existe pas en fait un visuel sur les principaux convois de déportation. Et donc là, ça nous a permis vraiment de voir quels étaient les nœuds aussi de la déportation, et notamment ce ghetto de Theresienstadt, qui est une sorte d'antichambre massive, ensuite vers les centres de mise à mort. Oui, ça c'est assez dingue. Dans les camps, je ne sais plus lequel, on a la liste de toutes les maladies. À Ravensbrück. Peut-être, ouais. On a tout. Enfin, avec ce livre-là, on a la substantifique moelle de cette période. Oui, alors on a voulu montrer déjà la diversité des victimes du nazisme. Montrer, et ça c'était important, quelles étaient les victimes du Reich aussi, vraiment qui sont les toutes premières victimes de l'Allemagne nazie. Montrer les différentes nationalités, bien sûr, mais montrer aussi les différentes modalités d'extermination, finalement, y compris par le travail dans un camp comme Ravensbrück, ou bien on a le schéma d'une fusillade à l'Est, ou encore le fonctionnement du centre de mise à mort de Sobibor. Alors, on a choisi Sobibor parce que Auschwitz-Birkenau prend déjà beaucoup de place dans l'historiographie, dans la mémoire collective. Et un lieu comme Sobibor, les gens en ont un peu entendu parler, notamment parce qu'il y a eu cette révolte à Sobibor en 1943. Mais c'est aussi un lieu où ont été déportés pas seulement des Juifs de Pologne, mais aussi des Juifs de France, de Pays-Bas et d'ailleurs, et de montrer réellement ce que c'est qu'un centre de mise à mort, parce que Auschwitz-Birkenau est vraiment à part, je dirais. C'est aussi un camp de concentration, c'est aussi un énorme complexe de travaux forcés. Sobibor, c'est un tout petit lieu où meurent des centaines de milliers de Juifs. Et c'est ça qu'on a aussi voulu montrer au grand public. Et on le voit bien. Est-ce qu'il y a, en faisant ce travail avec Nicolas Guira, est-ce qu'il y a en voyant l'infographie, des choses qui vous ont surprise, alors que ça fait plus d'une dizaine d'années que vous travaillez dessus, qui vous ont sauté aux yeux? Parce que parfois, un graphique fait sauter aux yeux... Oui, absolument. Je dirais justement cette double page sur les convois de déportation.
Je ne m'attendais pas du tout à voir les flux représentés de cette manière. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de flux qui convergeaient ainsi vers certains ghettos, vers certains centres de mise à mort. Ça vraiment... En fait, je n'avais jamais réussi à me le visualiser et c'est grâce à cette infographie que j'ai vraiment pu avoir l'idée déjà du rôle central du ghetto de Theresienstadt et du rôle central de Auschwitz-Birkenau. Ouais, vraiment, ça on le voit clairement dans ce data. Je suis assez d'accord avec vous. Et je me suis, alors, sans vouloir plaisanter aucunement, mais je me suis fait la réflexion en regardant, je me dis, c'est incroyable, humainement parlant, comment ils ont réussi ça. C'est horrible à dire, en termes, c'est presque une industrialisation. Alors que si ça avait été les Français, il y aurait peut-être eu des grèves de train. Je dis ça sans plaisanter, enfin en plaisantant parce que bon, mais c'est incroyable. À la fois cette volonté, vous le disiez tout à l'heure, de tout écrire, on a tout, cette réussite de faire passer des trains dans toute l'Europe. Mais oui, mais alors leur grande force, c'est qu'ils délèguent, ils mobilisent énormément de monde et il y a aussi l'idée, je pense, que, on va dire, la persécution et l'extermination de plusieurs groupes, que ce soit les Juifs, les Roms, les communistes, etc., se fait de manière à la fois centralisée, depuis Berlin, mais aussi décentralisée. Ouais, c'est ça. C'est que vraiment, il y a cette idée d'annoncer la finalité, le but, mais de laisser une grande liberté aux moyens pour y parvenir. Ça paraît dingue. Et tout ça en tension, et c'est ce que montre aussi, je crois, l'infographie, en tension avec l'impératif économique. Parce qu'il y a ce manque de main-d'œuvre pour continuer à faire fonctionner les industries, notamment les industries d'armement. C'est un travail impressionnant que vous avez réussi là tous les deux. En travaillant sur toutes ces données, vous avez perçu des liens entre la planification bureaucratique du nazisme et nos modes contemporains de gestion par les chiffres. Aujourd'hui, je me suis posé cette question. Aujourd'hui, tout est chiffres, tout est data, tout est machin. Est-ce que... hasard ou Non, je trouve que le nazisme, comme tout totalitarisme, et un système qui contrôle, tout, et avec une bureaucratie très impressionnante. Mais c'est quelque chose que j'ai pu retrouver, par exemple, en Union soviétique. Il y a une volonté de vraiment tout contrôler. Je savais pas pour l'Union soviétique. Il y a des rapports sur la population allemande qui sont... très largement utilisé à présent par les historiens. Mais il y a le SD, le service de sécurité du Reich, qui envoie régulièrement des rapports sur l'opinion publique de telle ville en Allemagne, etc. Les soviétiques font pareil. Donc il y a... et ça, c'est aussi un des avantages de travailler sur le nazisme, même si une partie des sources a été détruite pour des raisons qu'on imagine, par les nazis eux-mêmes. Il y a une foule de documentation de tout. Et je dirais que ça, c'est plutôt propre au totalitarisme et cette volonté de contrôle. En Italie, c'était pareil avec Mussolini ou c'est moins... Ça, je ne saurais pas vous dire. Vous n'avez pas travaillé sur le sujet. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de ce livre ? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? Eh bien, comme vous l'avez dit, que certaines thématiques soient découvertes autrement. Oui. Voilà, qu'on jette un regard neuf sur la propagande, sur le rôle de la population allemande. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse saisir les nuances, c'est ça. en fait, par rapport au grand narratif sur l'Allemagne nazie. Eh bien, écoutez, je vous suis là-dedans parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et surtout, j'avais peur d'une chose, c'était, parce qu'il y en a tellement des livres sur ces sujets, c'est un livre qui reste un livre d'historien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de les pauvres, ceci, ou les méchants, cela, etc. Et ça, c'est bien. Parce qu'il y a ce recul historique qui est extraordinaire, qui fait du bien.
Oui, alors le plus, mais vous l'avez souligné tout à l'heure, le plus complexe dans notre travail, ça a été de garder quand même l'humain au cœur de cette histoire, ça, c'est bien. Y compris avec les datas. Voilà, c'est pour ça que avec Nicolas Guéra, on s'est dit qu'on allait faire le parcours d'un Allemand, qu'on allait faire le parcours d'un prisonnier de guerre soviétique, par exemple. C'est vraiment essayer aussi de rester autant que possible à l'échelle humaine. Il n'y a pas de manichéisme, c'est bien, c'est de l'histoire, quoi. Franchement, j'ai adoré, même si le sujet, c'est difficile de dire j'ai adoré ce sujet sur ce sujet-là, mais franchement, j'ai adoré. Si vous prenez ce livre dans le métro, la couverture est un peu... Il y a quand même des drapeaux nazis bien en gros, mais franchement, il faut absolument avoir ce livre et avoir, j'allais presque dire, toute la collection. Parce que qu'est-ce qu'elle est belle, cette collection. Et d'ailleurs, les livres se complètent, parce que justement, on n'a pas voulu reprendre des datas qui avaient été déjà faits pour l'infographie sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est génial. Il faut l'acheter absolument. Infographie du nazisme, Marie Moutier-Bittan. Vous êtes formidable, vraiment. Je ne sais pas si vous êtes sur un prochain livre, mais je veux vous revoir avec grand plaisir. Avec plaisir. Vous êtes en train de travailler déjà sur autre chose ou... Absolument. Bon, vous ne nous le direz pas là, je comprends. Très bien. En tout cas, vous êtes la bienvenue maintenant. Vous connaissez l'adresse. Merci beaucoup. C'est chez Passé Composé, bien entendu. Salut à tous.